Il est venu le temps maintenant des échanges avec vous tous. N'hésitez pas à me faire un petit signe, alors soit en levant virtuellement la main sur Zoom, soit en envoyant un petit message sur le chat. J'ai une première question en attendant que les participants nous demandent la parole. Guy-Philippe, vous avez un regard large, notamment au niveau européen. Est-ce que vous avez identifié des bonnes pratiques, des pistes de solutions pour renforcer la cyber-résilience des entreprises dans d'autres pays européens ou à l'international? On va parler à l'international, mais je l'ai évoqué rapidement dans la présentation auprès d'un groupe industriel européen basé dans un des pays nordiques, avec une filiale en France qui avait été particulièrement touchée et qui a montré certaines de ces bonnes pratiques. Et je rebondis un petit peu sur ce que disait Jean-Philippe. Dans la résilience, il y a l'aspect de préparation qui est fondamental. Alors ça, je ne sais pas si les préparations ont été bien faites, et on reviendra sur ce groupe, mais il y a l'aspect de réaction dans la réponse à la crise, qui est très importante, parce que là, on essaye de démontrer à ses clients, peut-être aussi à ses employés, qu'on a compris la leçon et qu'on est capable donc de passer à un niveau supérieur, un apprentissage supérieur sur la question de cyber-résilience. Et donc, des bonnes pratiques, c'est, comme je l'avais évoqué, communiquer de la manière la plus transparente autant que l'on peut et de la manière la plus fréquente, par exemple de manière quotidienne, comme l'avait fait cette filiale d'un grand groupe industriel européen, auprès de tous les partenaires, avoir une communication spécialisée également, par exemple, quand on est une entreprise cotée, auprès des investisseurs, en essayant d'avoir le plus tôt possible de premières estimations de l'impact financier que l'attaque va avoir sur l'entreprise, et également être capable de communiquer auprès des employés. Et donc, c'est ce qu'on avait vu toujours dans ce cas-là, avec une chaîne YouTube qui avait été dédiée aux employés pour qu'ils puissent exprimer leurs problèmes de stress, de mal-être, mettre un petit peu sur la table ce qu'ils avaient ressenti, ce qui est très important, parce que ce sont des moments de très forte tension, de très forte crise, également en interne. Et on voit d'ailleurs beaucoup de gens qui, par la suite, vont quitter. Ça, c'est des éléments dans la réaction. Dans la préparation, on a évoqué la question qui est fondamentale de la sauvegarde. Il faut faire attention parce qu'on le voit avec les rançongiciels. Si on a une bonne sauvegarde, de toute façon, on ne va pas payer la rançon parce que de toute façon, on ne nous a pas volé la donnée. Donc la sauvegarde, elle est stratégique. Et puis un dernier point qui a été évoqué de la préparation. Moi, j'ai en tête, par exemple, ce que l'on voit en Israël, la Banque d'Israël, qui est un organisme de régulation des institutions financières en Israël, depuis 2015, recommande qu'il y ait un exercice de crise au niveau direction générale et conseil d'administration pour les institutions financières israéliennes, qui soit fait au moins une fois par an. Donc ça, c'est aussi un exemple de bonne pratique. Merci Guy-Philippe. Jean-Philippe, vous avez un mot à rajouter peut-être sur ces bonnes pratiques? Oui, peut-être pour prolonger le propos, le constat que l'on fait au travers de nos différentes études et de nos discussions avec les dirigeants est systématiquement le même. Les entreprises les plus cyber-résilientes sont celles qui ont vraiment bâti un système de gouvernance du risque transverse à l'entreprise, associant toutes les parties prenantes. Le risque cyber n'est pas uniquement un risque technique, tout le monde le sait désormais, et ça doit être parfaitement clair. Donc bien évidemment, la DSI, la RSSI, les deux I des entreprises sont impliquées, mais toutes les fonctions opérationnelles doivent l'être aussi, en France et à l'international, de façon transverse aussi au plan géographique. Et l'objectif est de faire finalement de la cybersécurité un élément de culture de l'entreprise, sachant qu'il s'agit avant tout de traiter prioritairement, de prendre en compte le facteur humain. Hein, on sait très bien que, Guy-Philippe, tu parlais des scénarios de ransomware. Le déclencheur de la crise est souvent le clic d'un salarié de l'entreprise qui n'a pas pris conscience ou détecté le fait qu'il faisait l'objet d'une tentative de phishing ou d'une tentative d'intrusion. Donc le facteur humain est absolument clé, et faire de l'ADN de l'entreprise, la cybersécurité, un élément est encore une fois tout à fait essentiel. Ça se mesurera aussi lors de la gestion de crise, puisque les équipes y seront préparées, toutes les composantes de la maison, du groupe le seront, et
sera l'ensemble de ces parties prenantes, l'ensemble du corps social de l'entreprise, si j'ose dire, sera en confiance, prêt à assumer cette crise et à contribuer au rebond de l'entreprise, un rebond efficace et profitable, comme on l'a évoqué ensemble. Merci Jean-Philippe. Question de Philippe de Brizou. Où en est la cybersécurité dans le secteur public? Peut-être plutôt pour Guy-Philippe. Alors, là-dessus, il y a quand même plusieurs dimensions. Alors, je ne vais pas entrer dans tout ce qui est dimension, on va dire, très, très régalienne, où là, il faut le dire, mais là, on passe même carrément à tout ce qui est lutte informatique offensive, où l'État français se débrouille très bien. Mais dans tout ce qui va être protection, on va dire, alors il y a plusieurs choses. Il y a les opérateurs de services essentiels, aujourd'hui c'est comme ça qu'on les appelle, qui ne sont pas exactement du public, mais qui jouent un rôle important pour la nation. Il y a nos administrations nationales, et puis il y a aussi tout ce qui est du domaine des collectivités territoriales. Et là, il faut le dire, on est dans un environnement qui peut être moyen à dégrader. Cette question de gestion du risque qui se pose de manière très forte aujourd'hui dans le monde du privé, elle est malheureusement également en train de se poser dans le monde du public. Et je ne sais pas d'ailleurs, et c'est une question ouverte, s'il y a les outils pour bien le penser. Mais ce que l'on voit, ça s'est vu d'ailleurs, par exemple, avec toutes les attaques sur les hôpitaux, mais ce qu'on voit également sur toutes les attaques contre les mairies, c'est qu'il y a des pans très importants du tissu social et de les administrations publiques en France qui ne sont pas assez protégés. Et d'ailleurs, ça rebondit beaucoup sur ce que disait Jean-Philippe sur les questions de prise de conscience, parce que parfois, il suffit de ça. Et là, on a un ventre mou qui est assez large et qui pourrait être attaqué, qui est déjà attaqué, qui pourrait être attaqué de manière toujours plus forte et pour lesquels il faut un effort particulier. Merci beaucoup Guy-Philippe. Alors je me fais le porte-parole de Pierre. Ne devrions-nous pas réfléchir à des solutions d'assurance mixant privé et public? Alors, c'est une piste d'investigation, comme celle l'est pour tous les risques systémiques. Il existe des solutions d'assurance mixant public et privé, vous le savez, notamment sur les risques de catastrophes naturelles en France, pas dans tous les pays du monde, notamment sur le risque du terrorisme. Oui, sans aucun doute, et on y viendra certainement. Mais encore une fois, au risque de paraître insistant, que l'on s'inscrive dans un schéma classique de solutions d'assurance privée, ou que l'on soit dans un schéma d'assurance mixte, il ne pourra pas y avoir de système d'assurance durable, pérenne, sans une cybersécurité, un niveau de maturité en la matière permettant d'en assurer le bon fonctionnement. Donc c'est vraiment le préalable. Et avant de réfléchir aux solutions d'assurance, notre conseil est vraiment d'interpeller, et notamment toutes les parties prenantes dans un contexte de dialogue public-privé qui est absolument central, d'interpeller sur les moyens à mettre en œuvre pour développer cette prise de conscience et agir de façon à tendre vers des niveaux de cybersécurité les meilleurs possibles. Merci. Je souhaite donner la parole à Pierrick Chéniaud. Pierrick, si vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. C'est gentil. J'étais en train d'écrire que chez Another Way, on adhérait à 200% avec votre positionnement, Monsieur Pagès, lié au fait que la cyber doit être dans l'ADN et la culture de l'entreprise aujourd'hui. Effectivement, le mal peut arriver innocemment par la mauvaise manipulation ou la mauvaise compréhension d'une communication d'un salarié, ça c'est évident. Et de fait, est-ce que vous, en tant qu'assureur aujourd'hui, vous conseillez vos clients sur des bonnes pratiques, des bonnes solutions à mettre en œuvre? J'en fais référence notamment à votre récent partenariat avec Allemande. Jean-Philippe. Merci de votre question, monsieur.
tout à fait. Notre offre de valeur, notre proposition de valeur aujourd'hui ne peut être limitée à la brique résiduelle qui est l'assurance au sein de cette chaîne de valeur de cybersécurité, d'autant plus que les briques principales sont indispensables à la mise en place d'un contrat d'assurance qui fonctionnera efficacement au moment du sinistre. Donc effectivement, nous avons développé au bénéfice de nos clients un écosystème de prestataires qui sont mis à la disposition de nos clients. Ce sont eux qui les choisissent en toute indépendance et de façon à amener une réponse technique qui peut leur manquer sur un grand nombre de sujets. Le partenariat que l'on a mis au point avec Almond porte précisément sur ce qu'on appelle le rating cyber, c'était en fait le scoring de la maturité cybersécurité. C'est un premier indicateur, un premier niveau de diagnostic qui est susceptible de générer la prise de conscience nécessaire aux dirigeants qu'il doit agir, et puis bien entendu ensuite qui investira dans des solutions robustes de prévention, de protection, mise en œuvre d'un SOC, enfin tous les dispositifs techniques que les spécialistes offrent. Encore une fois, en toute indépendance, c'est la clé du dispositif et de finalement ce cercle vertueux qui ensuite peut amener l'entreprise à décider de s'assurer ou de conserver une partie ou la totalité du risque sur son bilan. Je crois que le général Batin-Augouard est avec nous. J'aimerais bien l'entendre un peu sur sa perception de ces sujets. Lui qui porte un regard toujours très vif sur ces questions. Général, si vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous depuis la Bourgogne, pardonnez-moi. Je suis un peu dans une tenue non pas de gentleman farmer, mais le sujet est passionnant parce qu'en fait, le thème de la résilience nous amène à concevoir la cybersécurité de manière collective. Et ça, je crois que c'est très important. Vous l'avez dit dans les débats précédents, nous devons absolument faire partager par l'ensemble du personnel de l'entreprise, mais de l'administration, des collectivités territoriales, une culture cyber qui soit ni comment dirais-je, catastrophiste, ni angélique. Il faut véritablement que chacun soit conscient, il a sa part de responsabilité et que la résilience, c'est l'addition, c'est la somme de 0 à l'infini, si je puis dire, d'epsilon, de petites de comportements individuels qui vont contribuer à favoriser la capacité de résistance, de résilience de l'entreprise. L'autre point qui est très important, c'est de bien montrer qu'aujourd'hui, la cybersécurité n'est pas un problème qui relève simplement du RSSI, du DSI, mais qu'elle doit monter à la fois au niveau du COMEX et ensuite descendre au niveau de la première personne qui rentre dans l'entreprise le matin. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et l'organisation très, comment dirais-je, transversale, la capacité de réagir face à une cyberattaque grâce à une structuration, une organisation, j'allais dire dès le temps de paix, me fait penser à l'organisation militaire. J'ai remarqué d'ailleurs que dans les grandes entreprises qui ont été frappées par des cyberattaques massives, vous les connaissez notamment avec notre PETIA, eh bien, l'organisation a été une organisation d'état-major militaire, avec un certain nombre de grandes fonctions, fonctions forensiques, fonctions RH, fonctions juridiques, fonctions communication, fonctions logistiques. Et là, finalement, on a découvert en marchant comment structurer l'organisation d'entreprise en H24 et 7 jours sur 7. Mais aujourd'hui, il faut peut-être y penser avant la crise, et c'est-à-dire, voilà, chaque personne doit savoir quelle sera la place qu'elle va jouer dans une situation de crise, et parce qu'elle le sait, parce qu'elle a en quelque sorte sa fiche de poste, eh bien, à mon avis, l'entreprise abordera la crise avec plus de force, plus de résilience. Voilà. Et alors, évidemment, puisque nous parlons avec des assureurs, et je salue nos amis qui nous invitent aujourd'hui, je crois que
Euh, on ne peut pas simplement reporter sur l'assurance la capacité de redémarrer. Il faut montrer, c'est une sorte de dialogue, de tandem entre, d'une part, l'assurance, d'autre part, une posture de l'entreprise. Et c'est parce que l'entreprise a une posture qui prépare à la cyber-résilience que l'assureur peut arriver avec une certaine confiance. Il faut se mettre à la place des entreprises, il faut aussi se mettre à la place des assureurs, et je termine là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, le risque cyber est un risque qui devient de plus en plus difficile à assurer compte tenu du volume des cyberattaques. Et je crois aussi que ce dialogue entre l'assureur et l'entreprise est absolument essentiel. Je termine sur les administrations, pardonnez-moi, je suis trop long, et les collectivités territoriales. Là, il est évident que l'administration en général, même si des efforts ont été importants ont été accomplis, reste, à mon avis, encore en deçà de ce qu'elle devrait faire. Et alors, pardonnez-moi, je fais un peu de publicité, mais c'est pour une association. J'ai créé avec quelques amis l'association, l'Institut national pour la cyber-résilience des territoires, pour justement apporter aux collectivités territoriales une réponse avec l'ANSSI, avec d'autres, pour effectivement mettre à niveau l'ensemble des acteurs publics sur ces questions cyber. Voilà, j'étais trop long, pardonnez-moi, je vous rends le micro. Merci Général, passionnant. Merci Général, très heureux de vous revoir, ne serait-ce qu'à distance. Merci d'être avec nous. Alors, on a la chance également d'avoir un représentant de l'ANSSI avec nous, Grégoire Lundy. Grégoire Lundy, si vous le voulez bien, j'aimerais vous entendre sur voilà, la vision de l'ANSSI sur l'apport de l'assurance dans la cyber-résilience. Grégoire, si vous nous entendez. Bonjour. On vous entend très bien, allez-y, je vous en prie. Très bien. Écoutez, merci de me donner la parole. En fait, mon message tout à l'heure, quand vous parliez de cyber-résilience, le point que je voulais souligner, effectivement, pour que l'assurance puisse porter ses fruits, c'est qu'elle inscrive en fait les assurés dans une logique de gouvernance réelle, de mise en place d'une réelle gouvernance du risque cyber. Et dans cette gouvernance du risque cyber, le but, c'est pas de rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut mettre derrière, ça serait un petit peu trop long. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est tout le bénéfice que l'on peut tirer de mettre en place dans les entreprises des exercices de crise d'origine cyber. Une crise se définit par ses impacts, et donc le cyber, c'est un vecteur en fait d'attaque. Et la crise, en fait, nous on parle de crise d'origine cyber plutôt que de crise cyber, parce que les impacts ils sont bien métiers sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, si j'avais un message à faire passer, ça serait celui-là, de s'appuyer notamment sur les documents, les guides que l'ANSSI met à disposition pour, d'une part, construire les gouvernances du risque cyber, mais aussi pour mettre en place un exercice de crise d'origine cyber. C'est des guides qui s'adressent au plus grand nombre et qui permettent de se poser au final les bonnes questions à la fin de cet exercice en débriefing. Voilà. Le but, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions. Comment est-ce que je réagirais le jour J? Pas forcément d'apporter les réponses directement en séance, parce que ça enclenche toute une maturation. Donc voilà, d'être en capacité de se poser ces bonnes questions. Comment mon organisation va survivre à une crise qui potentiellement peut avoir les impacts que Guy Philippe mentionnait en début d'intervention. Merci beaucoup Grégoire Lundy. Un mot peut-être Jean-Philippe, puis Guy Philippe. Merci Monsieur Lundy. Je tiens à préciser que en matière de mesures simples à mettre en œuvre et en matière finalement d'évangélisation des dirigeants, la recommandation permanente et les messages que nous lançons sont véritablement d'aller sur votre site et de télécharger l'ensemble des livrables qui vous a mis au point. Je me permets de les reciter pour tous sous votre contrôle, notamment le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI avec vos fameuses 42 mesures qui sont absolument clés, mais aussi le guide permettant, le guide IBIOS Risk Management permettant de contribuer à la définition de la structuration du risk management cyber. Et puis vous l'avez dit,
Votre guide en matière d'exercice de crise, c'est absolument central. Et on tient souvent avec Pierre à saluer toute l'action de l'ANSSI en la matière. Merci. Merci. Merci, Guy Jean-Philippe. Philippe, une réaction également. Oui, très rapidement, évidemment, pour m'inscrire totalement dans tout ce qui vient d'être dit et échangé, l'exercice de crise, il est fondamental. Le test, la préparation, elle doit se faire à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, qu'il s'agisse de l'employé, on a évoqué la question de ces risques cyber. Il y a des stats qui montrent que dans 90% des cas, le facteur humain est d'ailleurs dans la cybersécurité civile et même, on le sait, dans des auditions au Congrès américain, dans la cybersécurité militaire. Dans 90% des cas, l'erreur humaine de l'employé, du collaborateur, elle est fondamentale. Mais on le voit également, ce qui a été évoqué sur l'exercice de crise, de l'équipe de crise, la compréhension de comment elle se gère et le fait qu'il vaut mieux se préparer à la crise avant qu'elle arrive que pendant la crise. C'est quand même un point fondamental. Et puis même d'englober, de prendre en compte les directions générales et qu'elles-mêmes, et les conseils d'administration même, ça j'en ai fait moi-même pour certains conseils d'administration, de comprendre quels sont tous les impacts globaux, parce que ce facteur humain, il se joue aussi au niveau de la direction générale, il se joue aussi au niveau du conseil d'administration. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'on a travaillé avec BC sur ces questions de valorisation du risque, parce que si les directions générales et les conseils d'administration ne savent pas quel est le coût réel, eh ben, soit elles vont juste cocher des cases, soit elles vont entendre parler d'Armageddon, et puis elles vont se dire Armageddon, c'est pas pour moi, c'est pour l'État, donc elles vont rien faire. Donc il est très important d'être le plus précis possible sur cette valorisation du risque. Un dernier point sur ces questions de gouvernance, il y a un chantier qui est en train de s'ouvrir sur la déclaration extra-financière des entreprises. Au niveau européen, Non-Financial Reporting Directive. C'est une chose très importante sur d'autres types de risques. Mais je pense qu'on peut se poser la question d'inclure le risque cyber dans cet autre exercice qui, à côté des exercices de crise, à côté de la réflexion de la mise en place d'une police d'assurance qui va faire réfléchir à, eh bien, va être un autre élément pour que l'ensemble du tissu industriel fasse bien attention, comprenne avant même que le choc arrive, quel est le coût de ce choc. Merci. Il nous reste éventuellement un petit peu de temps pour une ou deux questions ou interventions. C'est le moment. Ou jamais. Une question de Philippe Métou. Philippe Métou, à vous la parole. Ou une intervention. Alors, monsieur Métou, il faut ouvrir votre micro. On ne vous entend pas. Voilà, parfait. Ouais. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste... alors, pardonnez-moi, je me présente. Je suis le directeur juridique et de la conformité de SNCF, également en charge des assurances. Je voulais simplement vous faire part de ma propre réflexion, parce que nous nous sommes engagés vers une couverture cyber. Et partant de là, cette réflexion en interne, nous l'avons tenue avec la gouvernance. Et j'ai pas eu beaucoup de mal à convaincre mon président qu'il fallait qu'on s'engage dans cette voie, mais c'est vrai qu'il était un peu dubitatif sur l'effet que pourrait avoir une couverture d'assurance en matière de cyber. Et tout mon travail était de lui expliquer que, bien évidemment, on ne rembourserait jamais les dégâts qui pourraient être causés par une attaque, et on sait que SNCF peut être vulnérable, même si jusqu'à présent, toutes les attaques ont été déjouées. Mais qu'en revanche, j'ai pris cette comparaison avec le risque incendie. C'est-à-dire, le risque incendie, chez nous, il est énorme, et notre assureur, il nous sert à nous challenger sur tous ces sujets-là et nous indiquer avec un œil extérieur, un œil qui n'est pas celui de nos experts internes, là où nous devrions porter les efforts. Et il me semble qu'en matière de cybersécurité, c'est exactement la même chose et que l'assureur a un rôle essentiel à jouer pour convaincre le management, le gouvernement d'entreprise des faiblesses qu'il peut avoir et les aider à les pallier au mieux des intérêts de cette entreprise. Voilà. Merci. Un mot peut-être, Jean-Philippe. Bonjour, monsieur Métou. Merci de votre témoignage. Nous inscrivons tout à fait dans cette logique. Vous avez parfaitement raison. La similitude des deux marchés, du fonctionnement des deux marchés doit être la même. Aujourd'hui, aucun risque industriel sensible ne trouve sur le marché de l'assurance mondiale une couverture incendie s'il n'est pas capable de démontrer un niveau de prévention efficace.
niveau de prévention qui est challengé par ces assureurs. C'est le modèle en devenir, pas encore tout à fait construit par les assureurs, mais c'est le modèle qui permettra au marché de l'assurance cyber mondiale de maintenir une offre et si j'ose dire, finalement, lui aussi d'être cyber résilient en matière de promotion et de commercialisation de son offre. C'est absolument essentiel, vous avez raison. Merci Jean-Philippe. Une question de David Guyenne. Monsieur Guyenne, je vais vous donner directement la parole si vous le voulez bien. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Guyenne. Oui, pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour à Guy-Philippe Goldstein. En fait, j'ai une question par rapport aux plus petites entreprises et notamment qui sont sur un marché, on va dire, intérieur. Est-ce que il y a une prime pays d'être dans la France et notamment est-ce que la France fait partie des puissances dissuasives de cyberdéfense et comment quantifier en fait le fait de faire partie d'un ensemble français? Merci. Guy-Philippe. Merci pour la question, David. Je vais répondre un tout petit peu à côté, mais le fait que je réponde un tout petit peu à côté va donner des éléments de réponse. Et on le voit ça aujourd'hui avec donc il y a une campagne très vague, très vaste de rançongiciel qui frappe tout l'Occident, y compris les États-Unis, y compris les pays européens. Donc en France, l'ANSSI a évoqué le fait qu'il y ait eu une augmentation de 255% du nombre d'attaques de rançongiciel dans son périmètre. Je ne sais pas si la France a une posture suffisamment forte en termes de capacité cyber-dissuasive, si tant est que ce terme-là puisse avoir un sens stratégique fort, c'est un vrai point d'interrogation. Je peux évoquer, en regard de ces chiffres de 255% d'augmentation, l'augmentation constatée dans un autre pays, Israël, qui est assez reconnu pour avoir développé non seulement des capacités offensives, d'ailleurs on le voit dans les espèces d'échanges avec l'Iran, mais également un très fort écosystème d'entreprises de cybersécurité capables de vendre d'ailleurs dans le premier marché mondial, qui est le marché américain. Or, l'INCD, qui est l'équivalent israélien de l'ANSSI, a évoqué pour l'année 2020 une augmentation des nombres de cyberattaques de 50%. Donc 50%, c'est beaucoup, mais évidemment, c'est moins que les 255% qu'on a évoqués pour l'ANSSI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un petit peu ce que j'évoquais à la fin du propos de l'étude. Il y a en jeu effectivement le fait de développer, entre guillemets, une qualité cyber qui fait qu'elle va démontrer au fil du temps qu'elle est tellement forte que, eh bien, les entreprises du tissu national vont être potentiellement moins attaquées que d'autres entreprises dans d'autres pays. Et c'est aussi malheureusement ça qui est un petit peu en jeu, et c'est la raison pour laquelle il faut se battre sur cette cybersécurité, non seulement pour réduire les coûts, mais également pour renforcer notre image de qualité et donc également, in fine, gagner des parts de marché. Merci beaucoup Guy-Philippe. Bien, nous arrivons au terme de notre rencontre. Je vais donner la parole à Jean-Philippe pour un mot de conclusion. Et avant cela, je voulais vous remercier toutes et tous pour votre participation active à cette rencontre, à cet échange. Nous allons vous transmettre, si vous le voulez bien, les slides de Guy-Philippe et puis l'étude BC, crise cyber, quel impact sur la valorisation des entreprises non cotées, dont je recommande la lecture. Jean-Philippe, à vous la parole. Merci Hugo. La conclusion de nos discussions est toute trouvée. Je remercie le général pour son intervention. Il a cité l'axe naturel de celle-ci et je reprendrai de ses propos en les soulignant. La cybersécurité ne peut être que collective. On le dit tous depuis quelques années. Il faut continuer à le marteler et s'inscrire dans ce contexte de dialogue public-privé indispensable à cette réussite collective qui ne peut que réjaillir sur les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité. Encore une fois, donc, nos actes de travail ont été évoqués, on l'a fait tous ensemble. Continuer à travailler sur cette prise de conscience de la menace et creuser tous les fondamentaux qui y concourent. La valorisation du risque, nous l'avons dit, c'est l'élément clé. Sans chiffres en face du risque, pas d'action ou très peu d'action possible. C'est le premier élément. Deuxièmement, travailler pour l'entreprise à
la maturité, à faire grandir, élever sa maturité en termes de cybersécurité. Et là, je rejoins les propos de Guy Philippe qui a évoqué l'émergence de standards en matière de qualité industrielle, sous-tendus par un niveau de cybersécurité suffisant. Il nous paraît clair qu'à terme, il y aura très certainement un standard en matière de cybersécurité et qui conditionnera l'accès à un certain nombre de ressources, notamment qui favorisera l'accès à l'assurance, sujet sur lequel nous allons également travailler tous ensemble. Voilà, il me revient à remercier tous les participantes et les participants pour nos échanges très fructueux, et puis se dire surtout, Guy Philippe, tu en seras aussi d'accord, j'imagine, à très bientôt à tous pour prolonger nos échanges et travailler à cette cybersécurité collective. Merci. Merci Jean-Philippe Hachet, merci beaucoup à tous et à toutes. Bon après-midi et à bientôt. Au revoir. Finito.